Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la situation est sous contrôle au Bénin d'après le président Talon qui a échappé à une tentative de coup d'État ce dimanche. Un groupuscule de militaires avait annoncé la destitution du président dans la matinée. Depuis, une douzaine de militaires auraient été arrêtés et la CEDEAO a fermement condamné cette attaque et s'est dit prête à déployer une force régionale. Nous parlerons aussi de la reprise des assauts sur les convois de carburant au Mali. Ce samedi, au moins 15 camions-citernes ont été incendiés dans le sud du pays. Une reprise des attaques qui intervient après une quinzaine de jours de répit alors que des rumeurs de trêve circulaient entre les autorités maliennes et les groupes djihadistes. Nous irons sur place dans cette édition. Et puis, notre focus de ce dimanche concerne la sécurité au Nigeria. Un mois après les menaces de Donald Trump sur le pays, le président américain accusait Abuja de persécuter les chrétiens. Depuis, le gouvernement Tinubu a lancé une task force sécuritaire pour reprendre la main. Ce soir, notre invité Vincent Fouché, spécialiste du pays, décrypte une crise à la fois diplomatique et sécuritaire depuis le nord du Nigeria où il se trouve actuellement. On ouvre ce journal par cette tentative de coup d'État avorté au Bénin ce dimanche. Un groupe de militaires était apparu à la télévision dans la matinée en annonçant la destitution du président, la suspension de la Constitution et la fermeture des frontières. Quelques heures plus tard, ce sont les forces loyalistes qui ont repris le dessus. La CEDEAO a fermement condamné cette attaque et s'est dit prête à déployer une force régionale. Ce soir, c'est le président Talon lui-même qui vient d'annoncer que la situation était sous contrôle. Il annonce aussi que des mutins étaient partis en fuite avec des personnes enlevées. On écoute le président Talon. Notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. Et je vous propose à présent le retour sur le déroulé de la journée de cette tentative de coup d'État avorté avec Clémence Valère. Une journée confuse au Bénin et une prise de parole du ministre de l'Intérieur pour rassurer la population. Un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Un peu plus tôt, dans la matinée, un groupe de 8 militaires armés ont pris le contrôle de la télévision nationale, annonçant prendre le pouvoir, ainsi que la création d'un comité militaire pour la refondation. Parmi leurs revendications, la suspension de la Constitution de 2025, ainsi que des activités des partis politiques, la dissolution des institutions et la fermeture des frontières béninoises. Ils ont aussi accusé le président de remise en cause des libertés fondamentales. Pendant ce temps, des coups de feu ont été entendus à Cotonou, notamment aux abords du domicile du président Patrice Talon. Son entourage a très vite confirmé qu'il était en sécurité et la zone a été bouclée. Les rues de Cotonou étaient pratiquement vides ce dimanche, malgré les appels à la normalité. En fin d'après-midi, une source militaire a confirmé que les autorités avaient la situation sous contrôle. Selon des sources sécuritaires, une douzaine de militaires ont été arrêtés. De son côté, l'Union africaine et la CEDEAO ont condamné la tentative des putschistes. La CEDEAO condamne fermement cette action inconstitutionnelle qui constitue une subversion de la volonté du peuple béninois. La CEDEAO soutiendra le gouvernement et le peuple par tous les moyens nécessaires pour défendre la Constitution et l'intégrité territoriale du Bénin. Au pouvoir depuis 2016, le président Patrice Talon s'apprêtait à passer la main. Romuald Wadani, actuel ministre des Finances, a été désigné comme son dauphin pour la prochaine élection présidentielle prévue en avril 2026.
Après une brève accalmie, les assauts djihadistes contre les convois de carburant ont repris au Mali. Ce samedi, au moins 15 camions-citernes ont été incendiés près de Bungundi, dans le sud du pays, lors d'une embuscade revendiquée par le JNIM affilié à Al-Qaïda. Une reprise des attaques qui intervient après une quinzaine de jours de répit, alors que les rumeurs de trêve circulaient entre les autorités maliennes et les groupes djihadistes. On retrouve en direct Serge Daniel, notre correspondant régional. Serge, que sait-on précisément de cette opération et des circonstances de l'embuscade? Et surtout, cette attaque marque-t-elle la fin d'une trêve tacite entre Bamako et les djihadistes? Pour la première question, il faut savoir que ça s'est passé à 200 km, à moins de 200 km de la capitale malienne, dans le sud, dans une localité qui s'appelle près de Bougouni. Ça s'est passé. Il y avait un long convoi de camions-citernes escortés par l'armée malienne. D'abord, les djihadistes se sont attaqués à l'escorte de ces camions. Ils ont laissé passer une partie du du convoi qui est arrivé à Bamako, mais l'autre partie n'a pas pu arriver. Donc, ils ont brûlé les camions citernes. Ensuite, ils se sont attaqués à des chauffeurs. Au moins 2 ont perdu la vie, d'après nos informations. Camions brûlés. Et on a vu d'épaisses couches de fumée noire dans le ciel, selon les témoins. Et ensuite, les djihadistes se sont servis de ce carburant-là. Alors maintenant, est-ce que c'est la fin de la trêve? Officiellement, il n'y a pas eu de trêve. Le gouvernement malien ne reconnaît pas la signature d'une trêve avec les djihadistes, mais le gouvernement malien ne dément pas non plus l'existence d'une trêve. Certains pensent effectivement qu'il y a eu signature d'une trêve avec des contreparties non connues entre les djihadistes et justement le gouvernement malien. Ce qui va être très important maintenant, c'est de voir les jours qui arrivent, les prochaines semaines, si les attaques vont continuer pour se faire une idée précise du nouveau blocus économique qui peut se dégager dans le sud du pays, blocus par les djihadistes bien sûr. Merci beaucoup Serge Daniel pour ce décryptage. Merci beaucoup. On passe à présent à notre focus de ce dimanche soir, direction Abuja. Le Nigeria fait face à une nouvelle poussée de tensions après les menaces de Donald Trump début novembre, accusant le pays de laisser commettre un génocide contre les chrétiens et les enlèvements qui se multiplient. En réponse, le pouvoir nigérien a annoncé une lancée d'une task force nationale au début décembre. Mais les défis sont immenses: djihadisme, banditisme, conflits agro-pastoraux. Vincent Fouchier, merci de nous retrouver. Vous êtes chercheur au CNRS pour faire le point sur l'évolution de la situation et les enjeux. Merci d'être avec nous. Depuis les menaces très fortes lancées par Donald Trump début novembre, comment analysez-vous la réaction des autorités nigérianes? Ont-elles su désamorcer les tensions, avec notamment cette task force dont je parlais début décembre? Est-ce que pour vous, c'est un tournant ou une réponse cosmétique à la pression de Donald Trump? Alors, les autorités nigérianes ont réagi en fait assez vite, en ouvrant au fond la possibilité de discussion sur le sujet. Au fond, ils ont dit assez habilement nous apprécions l'intérêt que manifeste le président Trump pour la situation au Nigeria, mais il se trompe. Ils se trompent d'analyse et ensemble, on peut en discuter. Et de fait, il y a eu une mission de très haut niveau nigériane qui est allée à Washington. Il y a en ce moment une mission de représentants américains à Abuja. Donc les échanges sont en train de se faire. On voit aussi apparemment des vols d'avions de renseignements américains sur le Nigeria, donc qui semblent laisser penser qu'il y a une forme une volonté de coordonner des réponses, en fait, entre le Nigeria et les États-Unis. Donc, on est très loin de la volonté, des mots, le mot d'invasion qui avait été prononcé par Donald Trump au début. Au-delà des mots de Donald Trump, Vincent Fouché, est-ce qu'on peut dire que les chrétiens sont victimes de persécutions au Nigeria? Alors, dans le nord-est du pays, les mouvements djihadistes ciblent les chrétiens en tant que chrétiens. Ils publient des vidéos, d'ailleurs, mettant en avant leurs exploits. Et dans le reste du pays, en vérité, il y a des violences. Il y a des violences où des chrétiens sont tués, mais en fait, ils ne sont pas tués en tant que chrétiens. Généralement, il s'agit de conflits agro-pastoraux, souvent, et qui d'ailleurs parfois peuvent opposer des pasteurs musulmans à des agriculteurs musulmans. Mais il arrive effectivement que ça oppose des pasteurs musulmans à des agriculteurs chrétiens, et ces conflits peuvent être meurtriers, et ces conflits peuvent tuer dans les deux sens. On a aussi des pasteurs qui sont tués. Donc la situation, elle est beaucoup plus compliquée que ce que la diaspora nigériane chrétienne essaye de communiquer.
Beaucoup plus complexe, comme vous le dites. On parle des enlèvements. On voit aussi que le Nigeria, le gouvernement vient de diffuser justement cette dépêche qui explique que la centaine d'enfants enlevés ont été récupérés par les forces de sécurité. Dites-nous plus largement comment s'imbriquent aujourd'hui les différentes crises, ce djihadisme au nord, ce banditisme et même le séparatisme. Comment ces différentes crises s'imbriquent ? Alors, on a un ancien foyer djihadiste dans le nord-est du pays, qu'on appelle généralement Boko Haram, mais en fait, il s'agit de deux mouvements différents et d'ailleurs opposés, qui s'affrontent violemment. Un mouvement lié à l'État islamique et puis le mouvement historique héritier de Abubakar Shekau. Et ça, c'est vraiment le nord-est du pays et notamment surtout l'État du Borno dans le coin extrême nord-est du pays. Et par ailleurs, dans toute une grande partie du nord et surtout dans le nord-ouest, on a un banditisme rural extrêmement important. On a aussi toute une grille comme ça de conflits agro-pastoraux. Et au fond, ces deux systèmes fonctionnaient assez différemment et les imbrications sont en train de se renforcer un peu puisqu'on a des groupes djihadistes qui s'implantent maintenant dans le nord-ouest. On a un groupe qui s'appelle le groupe de Sadikou qui est lié au groupe de Shekau, enfin de feu Shekau. Et c'est d'ailleurs ce groupe qui est responsable de l'enlèvement des jeunes filles de l'école chrétienne de Sainte-Marie, au Niger State, là, dont une partie vient d'être libérée. Et puis, on a d'autres groupes comme ça. On a des relations assez compliquées entre les bandits et les djihadistes, parfois de collaboration, parfois de compétition. Parfois même, certains chefs bandits se convertissent et rallient certains groupes djihadistes. Mais tout ça est une scène extrêmement complexe et il ne faut pas tout écraser sous l'idée d'une violence entre chrétiens et musulmans. Et c'est ça que vous appelez cette fameuse guerre qui se transforme. Est-ce qu'on peut dire que les groupes armés sont en quelque sorte en train de se professionnaliser ? Alors, au nord-est, en tout cas, ce qu'on observe, notamment du côté de la faction qui est liée à l'État islamique, on observe ces dernières années une véritable montée en gamme. Alors, on la voit au plan militaire, par exemple, l'usage de drones chargés d'explosifs, l'usage de moyens de vision nocturne pour le combat nocturne. Mais en fait, peut-être que le plus important, c'est une vraie bureaucratisation, un monde de papier, au fond, pour rendre un djihad plus gouverné, plus efficace, bureaucratisé, très rationalisé, si l'on veut, qui est beaucoup plus efficace en vérité. Et alors, l'armée nigériane semble dépassée sur plusieurs fronts. Que révèle cette situation de l'état de l'appareil sécuritaire du pays ? Alors effectivement, l'armée nigériane a fort à faire. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Et il y a des conflits dans beaucoup d'endroits différents, d'ailleurs y compris dans le sud-est aussi, on n'en a pas parlé. Et donc tout ça, ça met une pression importante sur l'armée qui ne s'occupe pas du tout des affaires internationales, qui s'occupe vraiment qu'il y a une force de police intérieure. Et effectivement, l'armée a fort à faire. Sans doute qu'elle est sous-taillée pour la quantité des problèmes. Mais par ailleurs, elle est aussi, les forces de défense il y a des problèmes d'emploi en vérité. Notamment récemment, le président Tinubu vient d'exiger que tous les policiers qui étaient employés dans des missions d'escorte de VIPs, parfois d'ailleurs de personnalités privées qui se payaient des escortes de police, il vient d'ordonner que tous ces policiers soient réaffectés à des missions de sécurité intérieure. Oui, alors Vincent Fouché, quel est l'impact finalement sur les populations ? Alors l'impact, il est très très considérable. Une des mesures qu'on peut avoir, c'est les déplacements de population. Il y a des millions de déplacés dans le nord du pays, et pas seulement dans le nord-est, vraiment dans tout le pays maintenant. Et puis on a des situations alimentaires extrêmement préoccupantes. L'année prochaine, on a des prévisions du système humanitaire international estime qu'il y aura 35 millions de personnes en situation de crise alimentaire sévère. C'est le chiffre le plus haut, jamais atteint au Nigeria, notamment parce que les attaques des bandits, et quand on parle de bandits, c'est pas trois bonhommes avec un fusil, on peut parler de groupes de centaines d'hommes avec des armes automatiques. Les attaques de bandits, en fait, suscitent des déplacements de population. Les bandits vont organiser des blocus dans les villages pour exiger des taxes, si on veut, ou pour racketter les villageois en les privant d'accès aux champs s'ils ne payent pas. Enfin voilà, tout ça, ça déstructure complètement la production alimentaire dans le nord-est du pays, dans tout le nord du pays. Par ailleurs, évidemment, le retrait de l'aide américaine, qui était important dans le domaine alimentaire, n'aide pas du tout la situation. Merci beaucoup Vincent Fouché pour ce décryptage dans ce focus du JTA. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, de Cotonou à Enedi en passant par Maïdougouri. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.
Le 13 novembre 2015, Paris est meurtri par les attentats. La quasi-totalité des terroristes vivaient ici en Belgique. L'enquête se concentre sur cette commune bruxelloise de Molenbeek. Aujourd'hui, Molenbeek veut changer son image. Beaucoup de gens connaissent Molenbeek, mais ils ne connaissent pas Molenbeek pour de bonnes raisons. Le travail de fond ne doit pas être fait au niveau sécuritaire, il doit être fait au niveau socio-éducatif. Éducation, culture. Molenbeek est déterminé à bâtir son avenir, loin des clichés. On va continuer parce que la population de Molenbeek le mérite, elle en a besoin et c'est pour elle qu'on va continuer à se battre. Billet retour à Molenbeek, un reportage à voir sur France 24.